Coucou, j'introduis ce nouveau book haul book mail avec 2 réceptions en service de presse que je vais vous montrer. J'ai reçu entre autres Univers d'Emmet North qui est une réception de la part de Noël où on va suivre Rafi qui étudie la matière noire dans un laboratoire. Et donc a priori on va suivre Rafi dans différentes vies parallèle, dans une sorte de multiverse, puisque a priori il va y avoir un univers où il y a eu l'apocalypse, enfin plein de choses un peu différentes. Ça a l'air un peu perché mais vraiment très très chouette. J'ai assez hâte de le lire. Je vous avoue que sur papier j'étais pas ultra convaincue par la couverture qui en vrai est quand même vachement mieux. Ça rend pas trop mal honnêtement et j'ai assez hâte de le découvrir, de vous en reparler parce que je pense que ça peut être une excellente lecture. Et le deuxième que j'ai reçu c'est un service de presse de la part de chez Folio, puisque j'ai reçu La Brume l'emportera de Stéphane Arnier, où on va suivre 2 protagonistes qui viennent de 2 clans un peu opposés il me semble, et donc une brume envahit tout l'univers. Ils vont se retrouver tous les deux à devoir mener une quête. J'en sais pas franchement plus. Tout ce que je sais c'est que ça a eu un très gros succès quand c'est sorti en grand format et que j'ai vu énormément de bons retours. Donc la sortie du poche était vraiment l'occasion de le demander, de le découvrir et de vous en reparler. Il est assez épais. C'est un beau bébé mais vraiment j'ai trop hâte vu les retours dithyrambiques qu'on a pu entendre dessus. Ça a l'air d'être de la fantaisie de grande qualité. Voilà, c'est tout pour mes 2 premières réceptions du mois. 2 livres qui me font très envie. J'espère que je vais réussir à pas les laisser traîner. Même si c'est pas toujours évident de sortir très très vite tous les livres qu'on reçoit, mais ça me fait quand même vraiment très envie. Sur ce, je vous laisse avec ces 2 premières réceptions et on se retrouve plus tard dès que j'ai autre chose à vous présenter. Coucou, nous sommes le 5 mai, j'ai reçu un livre, j'ai fait une commande Gibert d'occasion pour les enfants. J'ai pris pratiquement que des trucs pour les enfants, sauf un livre que je voulais vous montrer, puisque je me suis pris Petite Salle de Louise May et que je compte tous me les prendre d'une façon ou d'une autre, mais je vous le montre. Je sais plus du tout de quoi ça parle, je sais qu'Emeline l'a lu et m'en a fait un très bon retour. On nous dit: Catherine est pauvre, Catherine fait sale, Catherine parle peu. Au domaine, elle fait partie de ces travailleurs invisibles grâce à qui la ferme tourne. Monsieur, lui, est riche, il ne parle pas non plus, il tonne, et il possède tout. Mais quand sa petite fille de 4 ans disparaît un jour glacé de 1969, il perd quelque chose d'inestimable. Dans cette vallée de champs de betteraves, 2 flics parisiens débarquent alors. Le village entier semble englué dans le silence, à commencer par Catherine qui est la dernière à avoir vu la petite. Emily m'a dit que c'était génial, c'était très réussi. Je sais plus pour combien j'en ai eu, mais il était vraiment pas cher. Et comme je faisais une commande Gibert, j'en ai profité. Est-ce que c'est bien raisonnable? Encore une fois, vous savez bien que non. Mais j'ai vraiment très envie d'avoir du Louise May dans ma palle pour pouvoir en sortir quand j'en veux. Je n'ai rien reçu d'autre, je n'ai rien acheté d'autre. En attendant, je vous laisse avec ce tout petit plan et on se dit à plus tard. Coucou, nous sommes vendredi 9 mai, je reviens parce que j'ai reçu un service de presse mercredi. Donc je l'ai ouvert parce que je me souvenais plus ce que j'avais demandé. C'est un folio, de toute façon cette enveloppe ne laisse aucun doute. Et c'est le tome 2 de La Semeuse de vent de Mélodie Joseph. Je suis très contente, je sais pas si vous vous rappelez du tome 1, je l'avais beaucoup aimé. C'est de l'afro-fantasy, l'autrice est québécoise. Alors je sais plus, je crois que l'autrice est française mais elle vit à Montréal. Il me semble que c'est ça. Et je suis très contente de l'avoir reçu parce que j'avais très envie de continuer. On suit une petite fille au début. Alors c'est un espèce d'univers de fantaisie un peu particulier où en gros il y a des brumes, il y a des gens qui vivent sous la brume qui vivent pas très très bien, et donc nous on va suivre un homme qui vit sous la brume et qui récupère des choses dans des territoires un peu perdus dans la brume et qui va les revendre parce qu'ils ont de la valeur sur des espèces d'îles qui flottent au-dessus de la brume, et sauf qu'il va trouver une petite fille, sauf que c'est absolument impossible parce que on ne peut pas survivre dans la brume à 100%, et donc ce qui va se passer c'est qu'il va monter avec elle sur ces fameuses îles pour espérer en fait lui trouver quelqu'un pour s'occuper d'elle. On est sur une histoire où il y a bien les gens très mal considérés, les pauvres, ceux qui vivent plus ou moins dans la brume et qui sont en dessous, ceux qui sont au-dessus et qui les traitent comme des sauvages, des barbares, donc ça pose pas mal de questions à ce niveau-là. Et puis cette petite fille qui est sortie de nulle part et c'est impossible, elle a le physique type des gens qui sont... Alors il y a des noms pour les gens qui sont au-dessus, les gens qui sont en dessous et tout, mais me demandez pas de me rappeler, mais en tout cas elle a le physique type des personnes qui ne viennent pas de la brume, donc elle peut potentiellement bien passer au-dessus et toute une quête va s'ouvrir à partir de là. J'espère que je fais pas un résumé trop pourri, c'est pas évident à résumer, je vais en fait juste lire ça et vous en reparler, ça sera encore mieux je pense, tout simplement. Du coup je vous laisse, si je reçois quelque chose aujourd'hui, puisque j'attends encore une fois des services de presse, je vous reprends, je vous les montre et puis on se dit du coup à plus tard. Coucou, on se retrouve pour un petit point book haul, book mail du mois de mai. J'ai reçu quelque chose, je pense que je vais en recevoir encore aujourd'hui, mais
tant pis, je vais le faire parce que si j'attends, à chaque fois c'est trop d'un coup. Donc comme là il y a quand même déjà beaucoup de choses à vous montrer, je vais le faire maintenant. J'ai reçu un service de presse, j'ai acheté des livres et Benjamin m'a offert un livre, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Si vous avez suivi les vlogs, j'ai vu Benjamin et Emeline samedi dernier pour moi, c'était le 11, quelque chose comme ça. Et évidemment, comme c'était à Paris, j'en ai profité pour récupérer une commande. Je vais vous montrer ce que j'avais réservé à la librairie, puis je vais vous montrer ce que j'ai acheté en plus parce que, soyons fous. J'avais réservé ceci, donc c'est l'intégrale du Chant des épines d'Adrien Thomas. Pourquoi ? Parce que Adrien Thomas, parce que j'en entends que des bonnes choses et que du coup ça me faisait très envie d'avoir l'intégrale. Je le trouve très très beau. Je vais vous l'ouvrir pour vous le montrer. Je l'ai pas ouvert parce que j'ai pas eu le temps. Donc on a le bandeau. On a le bandeau qui pour une fois fait plutôt quali par rapport au bandeau habituel. Et donc dessous c'est comme ça, c'est une carte. Il y a le bandeau de l'autre côté. Je sais pas si je le laisse ou pas. Je pense que je vais le remettre après parce que ça fait partie du visuel. Mais je voulais vous montrer la petite carte. Pas si petite. On est à l'intérieur avec une autre carte. Voilà. On a un avertissement de contenu. Cette œuvre contient plusieurs passages portant sur des thématiques potentiellement difficiles pouvant choquer ou mettre mal à l'aise. Ces passages sont indiqués en gras au fil du texte afin de vous permettre de vous y préparer ou de les sauter. C'est une très bonne idée, je trouve. Un blason pour ouvrir l'ouvrage. D'ailleurs, plusieurs blasons, d'accord, on a tous les blasons avec les personnages qui font partie des maisons, j'imagine. Donc là, par exemple, on a tout un chapitre, je sais pas si vous voyez, en gras. Voilà, donc c'est plutôt bien fait. Franchement, c'est très quali. Il y a un signet. Alors, je sais pas si vous êtes fan de signet. Moi, je trouve ça pratique. Donc, je vous le dis, il y a un signet. En tout cas, c'est très très beau. Franchement, c'est vraiment très beau. C'est très très quali. J'aime beaucoup. Je trouve que voilà, c'est vraiment un très bel objet livre. J'ai très envie de découvrir Adrien Thomas. Donc, c'était un peu l'occasion. C'est pas donné évidemment, mais je trouve que comparé à d'autres entre guillemets collector et vu leur qualité, c'est plutôt correct. Il est à 38 €. J'en ai pris un autre parce que je ne pouvais pas passer à côté. C'est évidemment l'intégrale de Chien du Home. Je vais pareil vous l'ouvrir pour vous montrer à quoi ça ressemble, en sachant que les ouvrages en poche sont vraiment tout petits. Ce livre fait vraiment très gros par rapport à ce que c'est en poche. Pareil, on a le bandeau que vous pouvez retirer avec cette magnifique, je vous ai même pas dit qui avait fait les cartes. C'est très très beau, honnêtement c'est vraiment très beau. Il n'y a pas spécialement d'illustration dans celui-ci a priori, en tout cas il est très 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 beau. J'avais très envie de l'avoir, à la fois pour soutenir la maison d'édition, à la fois pour la collection évidemment parce que je les trouve sublimes. Je crois qu'il n'y en avait pas d'autres qui m'intéressaient spécialement, mais je suis très contente. Il est à 35 € et pareil, je trouve que c'est respectable pour la qualité du bouquin. C'est vraiment très quali, honnêtement. C'est pas très très lourd. Je pense que je sais pas comment ça marche ce genre de bouquin, mais je pense que potentiellement c'est la couverture qui est pas pleine. Enfin, je sais pas trop, mais en tout cas. Voilà, je suis très contente de les avoir. Ça fait 7 minutes que je parle de ces bouquins. Donc on va passer à la suite. Dans mes achats sur la journée, je me suis pris Sainte Marie des Haines Infinies de Louise May. Ça normalement, je l'ai lu. Je vous en ai reparlé. Donc par contre, normalement, vous pouvez retrouver ça sur la chaîne. C'était le vlog 121 je crois. Donc j'ai adoré, je l'ai lu avec Emeline. Je vais pas vous redire le résumé. Sachez juste que c'est du Young Adult. C'est publié chez La Ville Brûle et ça parle de harcèlement scolaire, de racisme, de classisme dans un collège privé catholique. C'était génial. Puisque j'étais sur une bonne lancée d'achat, je me suis pris Histoire de moine et de robots de Becky Chambers en intégrale parce que je voulais soutenir la maison d'édition. Je l'ai, j'avais pas forcément besoin. En plus, très honnêtement, je suis plus fan pour le coup des petits formats, mais j'avais envie de soutenir la maison d'édition. Donc voilà, je me le suis pris. Écoutez, ça fait pas de mal, c'est très joli, c'est très sympa, je suis contente de l'avoir. Il y a des choses comme ça, ça fait plaisir, même si on les a déjà, mais je préfère les couvertures des deux tomes séparés, même si je trouve ça plutôt sympa. En fait, je trouve ça un peu dommage qu'il y ait les deux titres. Je sais pas, ça fait trop de couleurs et d'infos, mais ça c'est mes goûts à moi. L'illustration en elle-même est très jolie, ça c'est très très joli, vraiment je trouve ça vraiment chouette. Je pense que la couverture aurait gagné à être moins chargée en termes d'écriture, mais bon voilà, je voulais soutenir la maison d'édition, je vais pas vous refaire le résumé pareil, c'est de la SF positive, c'est Becky Chambers, on en a parlé plein de fois, je pense que vous en avez soupé de Becky Chambers. Donc voilà. Et enfin, dernier achat, et c'était à la fois parce qu'il faut que je continue cette saga et à la fois parce que je voulais soutenir la librairie. Donc je l'ai acheté au New
nuage vert, c'est Nous sommes la crise de Cadwell Turnbull, donc le tome 2 de cette saga qui s'appelle je sais plus comment, mais j'avais adoré le tome 1, donc j'ai le tome 2. Je sais pas si vous vous rappelez, c'est un truc un peu hybride, un peu particulier, où du jour au lendemain, les humains découvrent qu'il y a parmi eux des monstres qui sont en fait des espèces d'humains avec des pouvoirs fantastiques qui se transforment en loups-garous, etc. Et donc c'était un livre qui était assez engagé. J'ai très envie de continuer. Je pense qu'il y a une ellipse entre les deux, donc je pense que je serai pas trop perdue. Il y a 3 ans d'ellipse entre le tome 1 et celui-ci. Je pense que je serai pas trop perdue. Pénélope l'a lu aussi, d'ailleurs elle voulait lire celui-ci, donc ça sera l'occasion. Je l'ai, il est dans ma palle. Vous aurez compris sur ce que j'ai acheté là, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 livres. Sur les 5 livres, j'en ai déjà 2 qui sont lus. Il y en a 2 qui sont pas du tout lus, et dont un intégral de 3 tomes, on est d'accord. Et il y a Chien du Home qui est à moitié lu, donc oui, ça en fait en plus, mais c'est pas si pire. Et puis, ce mois-ci est plutôt calme, je vais juste essayer de quand même pas trop traîner dans mes autres lectures. Benjamin m'a offert Tout pour tout le monde de M.E. O'Brien et Eman Abdelhadi, j'espère que je le prononce bien, qui était le gros coup de cœur d'Oriane. Je vous laisse aller voir son compte, je vous le remets en barre d'infos. Donc Benjamin a pas accroché, donc il l'a abandonné et il me l'a donné pour que moi je le lise et que je tente et qu'on voit si moi ça me plaît. Emeline veut le lire aussi, donc je pense qu'on va se le sortir ensemble assez bientôt. Je sais plus très bien de quoi ça parle. À quoi peut ressembler une révolution au XXe siècle? 20 ans après un bouleversement social mondial, 2 historiens interrogent les acteurs et actrices de ce changement. Du Bronx à la Chine continentale, du Midwest américain au Proche-Orient, 12 voix abordent les années troubles, les moments d'espoir. Ça a l'air génial, hein. Franchement, évidemment, ça vend du rêve, ça vend du rêve, ça doit vendre du rêve à Emeline aussi. Donc, il est là et maintenant, plus d'excuses pour ne pas le sortir. Voilà, ça c'était mes achats, réception machin de samedi dernier. J'ai un service de presse à vous présenter. Je suis très heureuse de vous montrer ma réception qui est Soma de Floriane Soulas. Je sais jamais si on dit Soula ou Soulas. Ça se trouve, tout le monde dit mal son nom de famille. J'espère pas. Il y a une petite carte. C'est très joli. Je pense que ça va pas être joyeux. En même temps, le résumé est très court, donc je vais vous le faire. Dans les rues éclairées au néon de Néolutetia, Risa est la seule cyborg, la seule capable de s'interfacer avec n'importe quelle machine, n'importe quelle IA ou n'importe quel être humain. Et si ce n'était plus le cas? Un roman cyberpunk féministe et la couverture est d'Olivier Laude. Voilà, je vous ai dit les illustrateurs, je vous ai rien dit, les traductions et tout. C'est scandaleux. J'essaie de penser à vous le remettre en barre d'infos. Faut vraiment que je fasse ça. Bref, en tout cas, j'aime beaucoup la couverture. C'est très joli. Je sais pas si... C'est très très chouette et j'ai très envie de le sortir. Donc c'est publié chez Robert Laffont, c'est vraiment un format de novella, hein. C'est tout petit, ça fait 150 pages et même le format en lui-même est plutôt petit. J'ai beaucoup trop hâte de le lire, je pense que lui, je vais le sortir cette semaine pour moi, donc probablement vous aurez déjà vu mon avis, puisque à la fois c'est une sortie, à la fois c'est une autrice française, bref, tout est réuni, puis c'est très court, tout est réuni pour que ça sorte. Si je le sors pas cette semaine, ça sera pendant la semaine à 1000, mais en tout cas très très bientôt, il va sortir et on va en reparler. Voilà, j'attends d'autres choses, j'attends toujours le Yann Bécu, j'attends aussi le prochain Aurélie Wellenstein qui est déjà sorti en librairie. Tant pis, c'est pas grave, ça me dérange pas en soi, hein. C'est juste un peu dommage pour les maisons d'édition parce qu'il y a certains livres que j'aime bien lire avant leur sortie pour en parler. Donc je vous laisse, je vous reprends dès que j'ai quelque chose à vous montrer, dès que j'ai reçu des services de presse que j'attends, et puis on se dit à plus tard. Coucou, nous sommes le lendemain du plan précédent, donc on doit être le 13 je crois. J'ai des choses à vous montrer. J'ai reçu un service de presse et je me suis acheté des livres. Voilà, mais vous allez voir. Je vais commencer avec les livres que je me suis achetés. Je me suis pris en bon père de famille de Rose, c'est Rose? Oui, de Rose Lamy, donc qui tient le compte Instagram Préparez-vous pour la bagarre, que j'ai attaqué brièvement sur le retour dans la voiture, et pour le moment je trouve ça assez intéressant. On nous dit, à partir de la figure de son père, toujours présenté comme un héros par ses voisins et connaissances alors qu'il pouvait se montrer violent au sein de son propre foyer, Rose Lamy déconstruit le mythe du bon père de famille et démontre à quel point cet archétype maintient le silence autour des violences intrafamiliales et en déresponsabilise les auteurs. Avec cet essai très documenté, l'autrice atteste une fois de plus de sa finesse d'analyse et achève de s'imposer comme l'une des voix incontournables du féminisme contemporain.
Donc voilà, j'ai lu le début, c'est assez intéressant. C'est en fait un peu l'introduction où elle parle de son père dont elle a très peu souvenir parce qu'il est décédé quand elle avait 4 ans d'une rupture d'anévrisme, et comment après la publication de son premier ouvrage, elle a sa grande sœur qui lui a dit mais tu sais comment ça se passait dans la vraie vie entre papa et maman, et elle va apprendre en fait que son père était violent et que potentiellement son père était même sur le chemin vers le féminicide vu son comportement, mais que sa mère a eu la chance qu'il décède avant et du coup de ne pas être tué. Voilà, c'est terrible dit comme ça. Donc je vais le continuer, je vous en reparlerai, en tout cas j'aime beaucoup. Et j'en ai pris un autre un petit peu dans la même thématique qui m'intéresse pas mal, c'est Le coup de la virilité de Lucille Pétavin, ce que la France économiserait si les hommes se comportaient comme les femmes, avec cette magnifique couverture. Et donc on nous dit, en France, les hommes représentent 84% des auteurs d'accidents de la route mortels, 90% des personnes condamnées par la justice, 86% des mises en cause pour meurtre, 97% des auteurs de violences sexuelles, etc. Cette liste a un coût direct pour l'État qui dépense chaque année des dizaines de milliards d'euros en services de police, judiciaires, médicaux et éducatifs pour y faire face. Un coût indirect pour la société qui doit répondre aux souffrances des victimes. Lucille Pétavin s'interroge sur les raisons de cette surreprésentation des hommes parmi les auteurs de violences et de comportements à risque et tente d'estimer les conséquences financières de l'ensemble de ces préjudices. Quel est le coût de la virilité érigée en idéologie dominante? N'aurions-nous pas tous intérêt à nous comporter comme des femmes? Voilà, il y en avait un troisième un peu dans les mêmes thématiques qui m'intéressait, que je prendrai sûrement une autre fois, c'est celui de Titu Lecoq, sur le coût au sein d'un foyer ménage hétérosexuel. J'ai choisi ça parce que j'en ai un autre de Titu Lecoq à lire et que je me suis dit que peut-être essayer d'étaler un petit peu tout ça, mais je pense que ça va vraiment se dire assez rapidement. Dernier livre que je me suis pris hier, du coup, c'est un Louise May, évidemment, donc Là sans visage de Louise May, parce que j'ai envie de lire du Louise May. C'est publié chez Medium Poche, donc c'est Medium, c'est pré-ado, je pense. On nous dit ici, Éléonore a disparu dans la nuit et personne n'est vraiment étonné, surtout pas Clara qui a tout vu, tout entendu. Dès le début de la colo, Lila et sa petite bande ont pris Éléonore pour cible. Ils l'ont d'abord appelée Babar, puis ils l'ont bousculée, malmenée, et ils ont fait de sa vie un enfer. Clara a observé de loin leur petit jeu cruel, sans dire un mot, sans intervenir. Comme tous les gens de la colo, elle a même fini par s'habituer à trouver normal que l'on s'acharne sur cette fille, et aujourd'hui, Éléonore a disparu. Voilà, il est à 7,50 €, c'est vraiment pas très cher, c'est un poche, mais c'est les poches de chez l'école des loisirs, c'est un peu des grands poches, enfin je veux dire, il y a quand même des maisons d'édition qui vous vendent ce format-là en espèce de semi-poche à plus de 20 balles, donc vraiment j'ai très très envie de le lire. Encore une fois c'est un jeunesse, alors je vous l'ai montré, un roman adulte de Louise May dans ma palle, mais c'est vrai que ces jeunesses sont tellement courts et tellement faciles à lire que ça va sûrement être lui qui va sortir en premier, mais ça me fait très envie, je suis très très curieuse. Louise May, j'ai pas besoin de vous en dire grand chose de plus, j'ai vu passer ce livre, mais à l'époque je ne connaissais pas vraiment Louise May, et du coup je m'y étais pas plus intéressée que ça, mais vraiment ça me fait extrêmement envie. Dernier livre arrivé en réception service de presse, il était très attendu, j'aime autant vous le dire. C'est donc Sous la brume de Yann Bécu, qui est un ouvrage publié chez L'Homme sans nom, donc chez HSN. Je me souviens plus très bien du résumé, je pense que je vais l'attaquer dans pas trop longtemps. On nous dit, imaginez une technologie capable de repêcher des sons dans les objets du passé. Le papyrus Jarf recracherait des pistes audio millénaires. Entre Toura et Gizeh, on entendrait les voix des Égyptiens chargés d'alimenter en pierre la future pyramide de Khéops. Les céramiques mycéniennes nous ouvriraient les portes dérobées de la Grèce antique. Des pans entiers de l'histoire romaine jaillirait des innombrables poteries samiennes. Quel latin ont parlé les Romains du 1er siècle avant notre ère? Qu'a chanté le petit peuple au sujet d'Antoine et Cléopâtre? Qu'ont murmuré les potiers de Pompéi juste avant l'éruption du Vésuve? Où qu'on se penche, les possibilités seraient prodigieuses. En 2090, cette technologie existe, elle se nomme Poséidon et elle cache un terrible secret. Ce résumé, je pense, ne spoil absolument pas, parce que j'ai lu les premières pages quand je l'ai reçu, j'ai lu les premières pages pour voir un petit peu de quoi ça cause, j'ai envie de vous dire, et le style d'écriture, puisque moi j'ai jamais lu Yann Bécu, et dès le début on parle de ça, donc vraiment ça ne spoil absolument rien, et c'est trop bien. Il est très joli, honnêtement. Je suis pas fan normalement de ce verre là, mais je trouve que c'est plutôt sympa ce qui a été fait. La couverture est de FX Pavillon comme pour l'Adrien Mongol, donc passé sans silence, et j'ai très hâte de lire. Benjamin l'a dégommé sur le week-end et il a adoré, donc j'espère vous en reparler très bientôt. Voilà, c'est tout, c'est déjà plus que très bien. J'ai toujours pas reçu le tome 2 de Fleur de Bastion, je sais pas ce qui s'est passé.
Tant pis, je me l'achèterai, mais du coup pas dans l'immédiat, je pense, parce que j'ai déjà beaucoup de trucs à lire. C'est un peu dommage, mais on en reparlera dans tous les cas. Ne vous inquiétez pas parce que j'ai très envie de le lire, même s'il est plus épais que le premier, je pense. Donc voilà, et puis j'attends toujours le Aurélie Wellenstein, et je crois que c'est tout. Je pense que je n'attends rien d'autre. Donc on va voir dans les jours à venir ce que ça va donner. Est-ce que ma frénésie d'achat va se calmer ou pas? J'espère bien parce que j'ai beaucoup de choses à lire là. Donc écoutez, on se tient au courant dans tous les cas. En attendant, je vous dis à plus tard. Coucou, nous sommes le vendredi 16 mai, je reviens pour une double réception des éditions Novelle et je suis trop contente puisque vous savez que j'aime beaucoup ce que publie Novelle. Je vais vous montrer ça, c'est très joli. J'ai d'abord reçu Les Enfants Boxcar, Le Secret du Lagon Bleu qui est ici, alors qui a l'air très jeunesse, je pense que c'est 9 ans de mémoire, oui à partir de 9 ans. Donc on nous dit, cet été les enfants Boxcar partent en vacances sur une magnifique île du Pacifique. L'île est censée être déserte mais à mesure qu'ils l'explorent, d'étranges indices suggèrent qu'ils ne sont peut-être pas seuls. Et si un naufragé vivait encore quelque part sur l'île? C'est vraiment assez jeunesse, hein. C'est quand même très gros et tout, mais je suis très curieuse, donc c'est écrit par... c'est fou ça. Attendez, j'enlève le bandeau. Gertrude Chandler Warner et c'est traduit par Mireille Pierre et illustré par Marlène Merveilleux. C'est très très chouette. Voilà. Donc ça, je sais que ça va plaire à mon fils déjà. Je vous le dis tout de suite, j'en suis persuadée. Je crois qu'il y a toute une collection, un petit peu comme le Club des 5 avec les enfants Boxcar. Donc je pense que ça, c'est pas le premier qui est sorti. Vous pouvez sûrement vous en procurer d'autres. Mais je le lis, je vous en reparle. Ça sort le 5 mai. Donc ça, c'est sorti à l'heure actuelle en librairie, donc je vais pas tarder à le lire. Le deuxième qui est vraiment super joli, c'est Le Phénix et le tapis volant d'Edith Nesbit. Si vous vous suivez depuis un certain temps, vous savez qu'Edith Nesbit, c'est l'autrice de la dernière Fée des Sables que j'avais beaucoup aimé. Je sais pas si vous vous rappelez de ce bouquin où on suivait des enfants, des frères et sœurs qui découvraient une fée dans une espèce de bac à sable, une fée qui était pas une fée comme on l'imagine, qui était très grognon, qui avait un petit côté un peu entre Dobby et Gollum comme ça, et c'était beaucoup trop chouette, j'avais beaucoup aimé. Donc ça parlait de faire des vœux et de ce que ça implique de faire un vœu enfin vous voyez ce que je veux dire, vous voyez ce fameux truc de je fais un vœu mais je pense pas à toutes les conséquences que ça peut avoir. Bref, donc ici on est sur un nouvel écrit, alors en sachant qu'Edith Nesbit, je pense que c'est une autrice pas récente, hein. Attendez, je regarde, je vous dis c'était un siècle avant Harry Potter, on nous dit, donc vous voyez c'est quand même pas tout récent, loin de là. Et donc on nous dit, c'est déjà étonnant qu'un phénix naisse dans votre maison, mais c'est encore plus incroyable lorsqu'il se met à parler et révèle que le tapis de votre salon est magique. C'est pourtant ce qui arrive à Antea, Cyril, Robert et Jane. Vaniteux mais plein de ressources, l'oiseau entraîne les enfants dans une série d'aventures extraordinaires aux quatre coins du monde où, comme toujours avec la magie, rien ne se passe jamais comme prévu. Donc j'espère ça sort le 22 mai, donc pour moi c'est pas sorti, pour vous ça le sera très très sûrement. Trop contente de ces deux réceptions de chez Novelle. J'ai hâte de les lire, je vous invite à découvrir cette maison d'édition si ça n'est pas fait. Si vous avez des enfants dans votre entourage, il y a quand même beaucoup de choses très chouettes. On se dit à plus tard. Coucou, nous sommes le 19 mai, je reviens parce que j'ai acheté un livre. Je me suis pris La guerre du pavot de R.F. Kuang. Je ne peux pas résister à cette couverture. Donc, si vous n'aviez pas entendu parler de la guerre du pavot, mais je pense que tout le monde en a plus ou moins entendu parler de près ou de loin parce que on en a beaucoup parlé. Ici, on nous dit les relations entre l'empire du Nikan et la fédération de Mugen, c'est dur à dire, ont toujours été conflictuelles. Lorsque l'Empire se retrouve affaibli, la Fédération en profite pour l'envahir. Deux guerres du pavot sont nécessaires pour vaincre et repousser l'ennemi mugené vers le large. Des siècles plus tard, au sud du Nikan, la jeune orpheline Fang Runin, et je me renseignerai sur la prononciation correcte des noms. Promis, là je l'ai pas fait, j'y vais comme ça, mais je le ferai. Qui n'a connu que la misère se retrouve fiancée contre son gré. Pour échapper au mariage, elle se lance à corps perdu dans la préparation du Keju, un exigeant concours qui lui ouvre les portes de l'élitiste académie de Singard. Bien que discriminée par tous, elle se révèle redoutable, mais surtout dotée d'impressionnantes prédispositions au chamanisme. Tandis qu'elle apprend à saisir la vérité du monde et à apprivoiser ses puissants pouvoirs, Mugen envahit subitement les terres Nikara. Une nouvelle guerre du pavot éclate, Rin est prête à tout pour triompher, y compris faire appel aux plus imprévisibles et dangereuses des divinités, et c'est traduit par Yanis Urano. C'est marrant, je pensais que ça serait Michel Pagel qui traduirait.
Bon, soit. Une LC se prépare sur Partner in Books. Restez connectés. Je sais pas si ça sera fait quand vous verrez cette vidéo, je pense pas. Mais peut-être, j'en sais rien. Dans tous les cas, sachez que même si une lecture commune est officiellement terminée, vous pouvez bien entendu la rejoindre. Et il y aura toujours d'autres personnes pour rejoindre des lectures communes après coup et relire ensemble. Et voilà. Je vous laisse sur ça. Voilà, je vais y aller m'occuper de lire puisque c'est bien d'en ramener, mais il faut en sortir aussi. Et on se dit à plus tard. Coucou, on se retrouve le même jour, juste un peu plus tard parce que j'ai reçu un service de presse qui était extrêmement attendu, je ne vous le cache pas. Il est là. Et je sais ce que c'est évidemment. J'ai reçu La fille du feu d'Aurélie Wellenstein. Je ne sais toujours pas si on dit Wellenstein ou Wellenstein, vu que tout le monde prononce ça différemment. Il faudrait peut-être à l'occasion que je me renseigne. Bref, on nous dit Mia a tout perdu, sa famille, ses amis, son foyer. La petite fille erre dans les plaines du Grand Nord, bien loin du bush australien dont elle est originaire. En elle, un feu brûle, puissant et indomptable. Quelques kilomètres plus loin, sous les tatouages d'animaux qui recouvrent son corps, Nathanaël cache les cicatrices et le traumatisme lié à l'incendie qui l'a happé enfant. Le musicien est venu dans le village inuit d'Ilusuak découvrir les traditions orales qui menacent de disparaître. Son guide, Kadzo, apprécie cet homme qui veut préserver le chant des siens. Mais sous ses dehors impassibles, il est lui aussi marqué par le feu. Lorsque Kadzo abat un ours affamé rôdant dans le village, les destinées de ces trois êtres écorchés entrent en collision. La traque sera sans merci, le feu consumera tout sur son passage. Et on nous dit un roman onirique, hypnotique, qui raconte la souffrance de la nature face à la machine humaine et porte une voix d'espoir. J'ai vraiment beaucoup trop hâte. Déjà, je le trouve très joli. J'aime beaucoup plus ce qu'ils ont fait pour celui-ci que pour le précédent. C'est plus dans l'esprit Aurélie Wellenstein, je trouve. Et c'est très réussi, c'est très joli. D'ailleurs, de qui est la couverture? Aurélien Polis, évidemment. J'espère vraiment l'aimer. J'attends toujours de retrouver le coup de cœur que j'avais eu pour Le Dieu oiseau, même si beaucoup des Aurélie Wellenstein que j'ai pu lire m'ont énormément plu. C'est tout. Et normalement, je pense ne plus rien attendre. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous reprends dès que j'ai quelque chose à vous montrer. Coucou, on se retrouve, nous sommes lundi 26 mai, j'ai beaucoup de choses à vous montrer. J'ai pas du tout checké où en était ma palle, si elle avait beaucoup augmenté, combien de livres sont arrivés en tout, j'ai rien regardé, on fera ça à la fin du mois, mais je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Premièrement, j'ai eu un cadeau d'Emeline pendant notre week-end, ça fait partie de, vous savez, tous les mois on s'offre un livre, c'est le livre du mois d'avril, donc c'est... Je connaissais pas du tout. Oh, dis donc, ça fait trop bizarre à la vidéo. Je sais pas si vous aussi vous voyez ou pas. Incroyable. C'est La ville peu de temps après de Pat Murphy. J'ai jamais entendu parler de ce livre. Je trouve ça incroyable. Du coup, je suis très contente parce que ça va me faire découvrir quelque chose. On nous dit San Francisco après l'apocalypse. Dans la grande cité californienne, des artistes se sont forgés leur propre utopie. Mais de l'autre côté de la baie, des militants s'agitent, décidés à mater ces doux rêveurs. Il va falloir lutter avec ses rêves et peut-être avec l'aide de la ville elle-même. Ça a l'air trop bien. Franchement, je connaissais absolument pas. En général, les livres, même si je les connais, enfin voilà, je connais au moins les noms des auteurises, enfin, ça me parle de quelque part. Là, pas du tout. C'est très très cool, je pense qu'on va le lire ensemble, il me fait très envie, il est pas très long, donc voilà, très contente, vraiment très curieuse pour le coup, donc on en reparlera, j'espère dans pas trop longtemps, même si ce sera pas la priorité pour cette fin mai, peut-être le mois prochain. Ensuite, Elisa a ramené des livres, et il y en avait un qui me faisait très envie, donc je lui ai pris. C'est Le dernier combat de Loretta Sœur... Je vais pas essayer de prononcer, parce que je vais pas y arriver. Ce livre-là, qui est donc de Nana Kwame Adjebrenia, j'espère que je dis pas trop mal. Pourquoi il me fait très envie? Parce que en fait il est classé chez Albin Michel classique, mais a priori c'est de l'imaginaire, puisqu'on est dans un futur proche où les condamnés à mort à perpétuité ont la possibilité de participer à un programme de télé-réalité extrêmement populaire, et en gros les gens les regardent se battre comme des gladiateurs si vous voulez, et ceux qui arrivent à survivre à 3 années d'épreuve sont graciés. Et donc on va suivre Loretta du coup, qui est combattante hors pair et superstar du programme, qui est presque au bout de ses 3 ans, et voilà, donc je ne vais pas forcément vous en dire plus, mais c'est de l'imaginaire, clairement c'est de la dystopie, je pense qu'on peut dire. Très très chouette. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à m'en faire un retour. Par contre c'est un beau bébé quand même, hein. Alors après je sais pas, c'est peut-être ce genre de livre un peu page turner, mais plus de 400 pages, je sais pas quand je le sortirai, mais en tout cas il est là. Ensuite, pour la fête des mères, mon amoureux m'a offert 2 livres. J'ai choisi 2 livres et il me les a offerts.
c'est pas lui qui a choisi, mais il m'a offert, comme l'exigeait la forêt de Primi Mohamed, qui me fait très envie. Je sais pas de quoi ça parle et je ne veux pas du tout lire le résumé parce que je pense qu'on va le sortir cette semaine avec Emeline. J'ai envie d'aller totalement à l'aveugle. Tout ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'on a une sorte de forêt qui a priori est magique et peut-être un peu hostile. C'est tout ce que je pense deviner de ce livre. On verra bien. Et enfin, le tant attendu, Fleur de Bastion et le Renard Masqué tome 2, puisque je n'ai jamais reçu les 2 services de presse que m'a envoyé la personne de chez l'école des loisirs. Je sais pas ce qui s'est passé, c'est enfin 2 quand même, c'est particulier, mais soit. Du coup bah voilà, il est là, j'ai très envie de le lire aussi évidemment. Je vais pas lire le résumé, mais je vous en ai parlé quand même suffisamment de fois et en plus assez récemment pour que vous voyez, j'espère, de quoi je parle. Mais c'est de la fantaisie animalière jeunesse très engagée, très chouette, donc voilà, il est là, j'ai très envie de le lire. Ensuite j'ai reçu un service de presse et c'est Cassandre de Sharma Shields. Je sais plus de quoi ça cause. C'est aux États-Unis en 1940. C'est une sorte d'Uchronie, je crois, ou je sais plus. Bref, on va suivre Mildred, qui est une jeune femme avec un don. Elle a des visions de l'avenir. Cassandre, il y a une logique. Un jour, elle fuit sa famille pour devenir secrétaire dans un centre de recherche entouré de secrets. Militaires et chercheurs y testent et fabriquent un mystérieux produit qui aidera à gagner la guerre. Seuls les hauts gradés savent qu'il s'agit du plutonium et que ce produit sera utilisé dans la bombe atomique. Benjamin a pas trop aimé, mais bon, après ça veut pas dire que moi je vais pas aimer. J'y vais juste avec peut-être moins d'attente, ce qui n'est peut-être pas plus mal. Donc on en reparlera dans pas trop longtemps. C'est publié aux Forges de Vulcain. Et merci beaucoup pour ce service de presse. J'essaie de le sortir, pas en mai, mais de toute façon j'ai juste de le recevoir, donc début juin peut-être. Enfin, dernière chose que j'ai à vous montrer, c'est une commande. C'est arrivé dans un énorme carton comme ça, puisque je sais pas pourquoi, me demandez pas, j'ai commandé un tome 3, 4 et 5 alors que j'ai même pas lu le 1 et le 2. Donc le tome 3, celui-ci, non le tome 4. Alors le tome 3 c'est celui qui est au fond évidemment. Le tome 3... le tome 4 et le tome 5, donc de Saule des Brumes, je crois. La saga des mystères, Saule des Brumes, c'est le tome 1. Vraiment, je les trouve très beaux. Je vais vous montrer les 1 et 2 qui sont juste là. Donc, le tome 1, le tome 2. Je les trouve exceptionnellement beaux. Hein. Vraiment, j'adore le côté, je sais pas... aquarelle comme ça, enfin je sais pas, c'est très beau quoi. Et franchement je trouve que oui effectivement c'est pas les mêmes teintes, c'est pas tout à fait les mêmes teintes, mais pour une fois je trouve que ça va ensemble, c'est plutôt joli quoi. Donc vraiment ça me fait hyper envie. Je n'ai même pas lu le 1. Est-ce que c'est raisonnable? Non évidemment, mais écoutez, voilà. Donc le tome 1 c'est celui-ci. Le résumé, c'est abandonnée alors qu'elle était enfant, Séti vit le ventre creux dans la peur des fantômes qu'elle semble être la seule à voir. Elle réside dans le monde d'en bas jusqu'à ce qu'un vice-amiral fortuné l'en délivre, lui offrant la vie dont elle a toujours rêvé, tout là-haut dans les nuages, là où les manoirs flottent dans le ciel grâce à une magie énigmatique et où les privilégiés mènent des vies de rois. Séra, la petite fille de l'empereur, toute envie sa place, pourtant seule avec sa gouvernante et ses parents. La jeune princesse n'a qu'un désir, explorer le monde qu'elle perçoit tout juste depuis sa fenêtre. La vie des 2 jeunes filles est sur le point de changer à jamais. Et on nous dit il existe 2 mondes, l'un a conquis les nuages, l'autre a sombré dans le brouillard. C'est... Enfin voilà, moi ça m'appelle. Franchement, honnêtement, je les trouve très jolis. Très beau. Je me dis que peut-être que je ferai un vlog où je lirai les 5. Alors peut-être que je vais pas enchaîner les 5, mais un vlog où je vous donnerai mon avis au fur et à mesure des tomes. Voilà, je sais pas, je vais réfléchir. En tout cas, ça va pas sortir en mai parce que j'ai pas le temps. Mais peut-être que je ferai ça peut être chouette. Vu que j'ai la saga, j'ai toute la saga quoi. Et espérons que j'aime parce que sinon je l'ai dans l'os. Mais c'est pas très grave. Du coup, c'est tout. Je pense... Ah si, je vais peut-être recevoir des Le Bélial, les 1 heure lumière. Ça c'est possible, aujourd'hui ou demain, je sais pas. Mais je pense que sinon, c'est tout. Je ne pense rien attendre d'autre, je pense rien acheter d'autre pour le moment, et de toute façon le mois est presque terminé, donc voilà, je ferai le compte, on verra bien où j'en suis, mais je pense que ça n'a pas été très raisonnable, hein, honnêtement ce mois-ci, mais soit. Du coup je vous laisse avec ce plan, et je vous reprends si je reçois, enfin quand je recevrai les Le Bélial, et pour clôturer, dans tous les cas, je vous dis à plus tard. Nous sommes samedi 31 mai, je reviens pour clôturer, puisque je ne pense rien recevoir aujourd'hui, et de toute façon au pire ça passera pour demain, tant pis, enfin pour demain non, pour juin, voilà. J'ai reçu les Le Bélial que j'attendais, donc je voulais vous les montrer, et j'attendais, enfin j'ai reçu il y a quelques jours, mais j'attendais de savoir si j'allais avoir autre chose pour clôturer, et pas avoir à faire un plan à l'arrache.
Donc j'ai, alors ça c'est le hors-série, en ce moment si vous achetez 2 Le Bélial, il y a un hors-série offert et je suis très contente parce que si je dis pas de bêtises, c'est un hors-série d'Alastair Reynolds. Donc ça c'est cool, je suis contente. Voilà, donc je vous le montre, il est très joli. Je vais enlever le bandeau parce que le bandeau est pas très joli lui par contre. J'aime beaucoup ce concept de hors-série. Et j'avais demandé les 2 dernières sorties 1h lumière. Donc à lire À ton réveil de Robert Jackson Bennett. Je suis en plein dans l'écoute de La Cité des Lames de Robert Jackson Bennett. Donc je suis très contente. C'est le résumé, c'est peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale. James fuit Londres et ses créanciers en quête d'un refuge paisible, plaçant ses espoirs dans un hameau perdu au cœur d'une Lorraine marquée par les horreurs passées. Au fil de son ermitage, des semaines, des mois, il écrit à Lawrence, son amant à la santé fragile resté en Angleterre. Non loin de son logis, une découverte ravive la passion pour l'histoire de cet Oxfordien contrarié, en pleine forêt, les ruines d'une abbaye dont la fondation semble remonter aux origines du christianisme. Suivant la piste d'une légende locale alors qu'il se familiarise avec les gens des environs, James explore les reliques du site et déniche un passage menant à ce qui pourrait bien être une crypte. Mais est-il bien en présence d'une ancienne abbaye? Blablabla, blablabla. Je vais pas vous dire la suite, ça a l'air très cool. Je vais le lire très bientôt, je vous en reparle. Et j'ai demandé le dernier Ray Neller, en sachant que j'en ai encore un de lui à lire, qui est donc Défense d'extinction. Voilà. Et ici on nous dit, d'ici un siècle peut-être davantage. Au fin fond de la taïga russe, des milliers d'années après leur disparition, les mammouths foulent à nouveau la terre et meurent. Mais si le clonage d'ADN exhumé du permafrost dont ils sont issus garantit l'inné, ils n'assurent en rien l'acquis. Désarmés sans le savoir et l'expérience des matriarches d'une génération antérieure inexistante, les géants dépérissent. J'ai vu matriarche, ça m'a suffi. Or, il existe peut-être une solution. Damira Kismatulina, ethnologue de renommée mondiale, spécialiste des pachydermes, a dédié sa vie à la défense des éléphants du continent africain en vain. À cette nuance près que Damira a été assassinée par des braconniers il y a bien longtemps. Qu'à cela ne tienne, les scientifiques russes disposent d'un atout. Effrayant, terrible, résolument contre nature. Voilà, ça a l'air très cool. Très contente. Donc ça, c'est ce que je vais lire bientôt et ce dont je vais vous reparler parce que j'ai très envie de les découvrir. Et c'est tout pour ce mois-ci. Et ce mois-ci a été très chargé. Très honnêtement, je pense que le ratio n'est pas bon. Il n'y a pas tant de livres qui sont arrivés par rapport au mois dernier par exemple, mais j'ai pas lu non plus suffisamment pour absorber tout ça. Donc je pense que ma palle est encore en déficit ce mois-ci. Il va falloir faire quelque chose de manière très sérieuse parce que là ça commence à atteindre des proportions ingérable, même si j'adore ça, vous le savez. En fait, encore une fois, et je le redis, parce qu'il y a toujours des nouvelles personnes qui arrivent, ce que j'aimerais c'est lire les vieux, parce que même si de nouveaux arrivent, ça me dérange pas du tout, mais savoir que j'en ai qui traînent depuis 1-2 ans, et que j'en ai d'autres qui arrivent, et que je lis ceux qui arrivent avant, ça me frustre un peu. Donc j'aimerais bien sortir tous mes vieux, c'est-à-dire tous ceux qui restent encore de 2023, il y en a quelques-uns, et de début 2024, et bon, bref. Mais je suis très contente de les avoir, donc on en reparle très bientôt. Voilà, c'est tout pour ce mois de mai, qui a été chargé mais mieux que précédemment. Je vais donc vous laisser, n'hésitez pas à me dire si certains des livres que je vous ai montrés vous font envie, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé ou si vous avez très envie de vous les procurer. Dans tous les cas, comme toujours, je vous remercie pour votre soutien. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous fais de très gros bisous et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.